Quelle analyse faites-vous de la situation sociopolitique du pays? Oui, je tiens tout d'abord à vous remercier pour cette opportunité que vous me donnez en tant que leader d'opinion pour me prononcer sur la situation sociopolitique de mon cher pays, le Togo. Sur le plan social, je peux dire qu'aujourd'hui, face surtout à la question du développement qui amène tous les Togolais à cultiver leur expérience afin de proposer une solution efficace pour sortir la couche sociale de la précarité. Je crois qu'il reste encore beaucoup de choses à faire, C'est vrai que de part et d'autre, on s'incruste dans une situation politique qui avale le social, mais on a besoin quand même de départir les deux pour que chacun puisse apporter afin que la couche sociale soit ou bénéficie donc des ressources du pays. Autrement dit, aujourd'hui, il y a, par exemple, si vous prenez sur le plan gouvernemental, il y a plusieurs solutions qui sont proposées, mais dans lesquelles forcément toutes les couches ne se retrouvent pas. Par exemple, dernièrement, vous prenez par exemple l'agriculture avec le pilotage du projet PNIASA ou le projet PADA. Tous les Togolais sont censés avoir l'autosuffisance alimentaire, mais on a été très déçus sur ce plan malgré les milliards qui ont été investis parce que juste je n'en veux pour preuve que l'augmentation ou la flambée du prix du maïs et puis sa pénurie sur le marché, ce qui veut dire qu'il y a dysfonctionnement quelque part. Donc je dis qu'on a échoué sur ce plan-là parce que les Togolais aujourd'hui, outre la vie déjà chère, criée un peu partout, vivent cette situation de flambée de pénurie du maïs, alors que le maïs représente un élément capital dans la denrée alimentaire quotidienne du Togolais. Vous prenez sur d'autres plans, le plan santé, c'est vrai qu'au Togo aujourd'hui, la plupart des décès viennent dans les hôpitaux parce qu'il n'y a pas de solution adéquate à proposer. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de techniciens ou de docteurs capables d'apporter son expérience pour guérir les Togolais, mais c'est bloqué quelque part du moment où, sur le plan appareil, ça manque énormément. Le peu que nous disposons ne fonctionne pas ou manque d'entretien. Et puis, la plupart des machines installées dans les hôpitaux sont vétustes. Donc, autrement dit, les Togolais sont obligés d'avoir recours au privé, donc aux cliniques pour se faire soigner. Mais quand on prend le train de vie du Togolais, ça ne lui permet pas de se faire soigner dans les hôpitaux. Ce qui veut dire que là aussi, sur le plan sanitaire, il reste encore beaucoup de choses à faire, même si, sur le plan gouvernemental, beaucoup de choses ont été citées dans les avancées. Quand on prend d'autres secteurs qui relèvent toujours du social, la petite pluie qui a inondé la capitale récemment, vous voyez qu'il y a pratiquement des rues et des routes impraticables. Vous avez vu aujourd'hui qu'il y a également des quartiers qui sont un tout petit peu hostiles à la pluie parce que s'il pleut, c'est des quartiers qui sont inondés où s'il faut sortir, on ne peut pas refuser de plonger ses deux pieds dans de l'eau. Et puis quelle eau? Il faut voir parce que c'est des eaux qui viennent d'un peu partout. Vous prenez par exemple l'entretien des routes, c'est vrai qu'on a construit des infrastructures routières, mais aujourd'hui en matière d'entretien, je n'en veux pour preuve que le sable qui avale la moitié pratiquement de toutes les routes. Si peut-être vous avez des visuels, vous pouvez également les apprécier autant que moi. Est-ce que les routes ne sont pas balayées? À qui la faute? Entre griffes, allez-y chercher, peut-être suivez mon regard. Ça veut dire qu'au même moment qu'on propose, il y a dysfonctionnement quelque part où les gens qui doivent entretenir ne font pas leur boulot. Maintenant, qui peut les interpeller? Justement, on n'assiste pas à cette question d'interpellation. Vous prenez les caniveaux qui sont tous bouchés, ce qui fait que quand il pleut, l'eau n'est pas drainée vers les retenues d'eau construites. Donc, forcément, on a beau construire les retenues, mais il reste encore à faire. Il faut vraiment épurer les caniveaux. Mais là aussi, par rapport aux caniveaux, vous prenez par exemple une forte proportion de la couche sociale qui déverse directement les ordures dans ces caniveaux-là. Qui pour les sensibiliser? Comment faire pour que ces genres de situations ne se produisent pas, que ces actes ne se posent pas? On sent que tout est délaissé, qu'on a démissionné un peu partout. Qui a démissionné? Est-ce la société civile qui a démissionné? Est-ce le gouvernement qui a démissionné? Suivez peut-être mon regard, vous comprendrez. Mais à tous les niveaux, chacun se revendique une avancée. Maintenant, on constate sur le terrain qu'au même moment qu'on revendique l'avancée, il y a des constats amers. Et là, forcément, chacun doit revoir sa copie à ses niveaux. Et donc maintenant, je vais revenir un tout petit peu sur le plan politique pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que la vérité est une denrée rare, mais très difficile, mais
je crois qu'il faut le dire, parce que si on veut s'incruster, on veut rester dans le carcan du mensonge ou de l'information un peu taillée sur mesure à donner au public, on ne fait pas forcément la fierté de notre pays en termes de liberté d'expression ou d'opinion. Je vais dire que sur le plan politique, où je suis aujourd'hui cauchemardé, je suis un peu attristé par la situation qui se vit. Parce qu'au Nigeria, à côté récemment, on est sorti d'une élection où même la CEDEAO, lors de sa session extraordinaire tenue à Accra, a eu à apprécier le président sortant pour ses efforts. Aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on félicite aussi mon pays. C'est vrai que les félicitations viennent. Mais quand on prend en interne, sur le plan en interne, ici, on prend le contexte dans lequel le vent de la contestation des résultats souffle, on a tendance à dire que le Togo est en train de reculer. Le Togo recule parce que contrairement aux autres élections que la communauté internationale a qualifiées de réussies, même si cette dernière aussi est qualifiée de réussie, on aurait voulu voir tous les acteurs applaudir le gagnant. On aurait voulu voir tous les acteurs dire que pour une fois, on a pensé au peuple. Aujourd'hui, vous avez forcément le vent de contestation où d'un camp, on proclame les institutions de la République proclame vainqueur sur la base de résultats donnés et de l'autre côté, on revendique également la victoire sur la base de certains résultats donnés. Donc vous voyez que tout le monde parle aujourd'hui en termes de chiffres de résultats issus d'où? Des urnes. Qui étaient aux urnes? Les Togolais. Maintenant, aujourd'hui, où se trouve le Togolais? Dans tout ce qui se fait à gauche et à droite. Le Togolais est obligé d'aller acheter le bol de maïs à 600, 700 pour manger. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, je crois que sur le plan politique, il reste encore beaucoup de choses à faire. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut aller à une CENI technique. Une CENI technique où siègent des gens qui se défacent de leur habit de partisans, leur habit d'amitié, leur habit de fraternité, leur habit de confrérie et s'adaptent à l'aspect républicain du devoir civique qui les attend. Et si c'était le cas, je crois qu'aujourd'hui au Togo, on ne parlera pas de contestation du moment où toutes les partis ont eu leurs représentants, du moins les partis qui ont participé à ce scrutin, et même certains partis qui n'ont pas participé, comme le CAR, ont eu leurs représentants à la CENI. Mais comment se fait-il aujourd'hui qu'on parle de contestation? Mais d'aucuns diront où étaient les autres lorsque cela se faisait. Quand vous prenez par exemple la façon dont les résultats ont été proclamés, je fais partie de ceux qui, sans porter réserve contre les résultats, puisque je n'ai pas été technicien, nous sommes là pour constater, mais la façon dont ça a été proclamé, ça suscite un tout petit peu de révolte, parce qu'on aurait bien voulu voir tous ces représentants-là autour d'une table proclamer vainqueur celui qui le mérite, celui qui a été choisi par le peuple. Donc aujourd'hui, le contexte fait que ça prête un peu flanc à la contestation. Vous prenez aussi de l'autre côté, démocratiquement parlant, si on s'en tient au fait que tous les Togolais étaient aux urnes, on ne peut pas également accepter facilement le fait que sur la base de résultats d'un côté, qu'on puisse proclamer. Donc l'idéal aurait été que les deux camps puissent se retrouver autour d'une table, si médiateur est nécessaire, autour d'un médiateur pour voir quel traitement donner aux situations de litige, aux situations de contentieux, pour parvenir à un résultat qui sera le résultat de tous les Togolais. Quelle analyse faites-vous actuellement à la situation qui se provoque au niveau de Burundi? Et actuellement, il y a des contestations chaque jour. Vous savez, là, je vais parler en tant qu'Africain. Et comme je l'ai dit, je suis toujours attristé de constater que le peuple sert un tout petit peu de cobaye, que le peuple sert de victime, le peuple est victimisé et est victime d'une situation née de l'appétit glouton des gens qui ont tendance à imposer leur rythme à tout un peuple. Je me pose une seule question, où est alors la souveraineté du peuple ? Quand on nous dit tout le temps le peuple est souverain. Un peuple souverain, c'est ce peuple-là qui aspire à ce que sa volonté commune, je ne parle pas de volonté partisane, je ne parle pas non plus de volonté issue d'une opposition qui aspire à venir au pouvoir, mais je parle de la volonté d'un peuple. Dans un peuple, on lit forcément les militants de tous les bords. Et quand ce peuple se met à s'exprimer, vous allez voir qu'au Burundi, c'est vrai, au même moment qu'il y a le vent de la contestation qui souffle dans les rues, au même moment, d'un autre côté, il y en a qui sont prêts à apprécier. Maintenant, là où il faut comprendre une chose, c'est quand on assiste à des scènes de tuerie et que personne ne bouge. Parce que moi, je veux bien croire, quand on aime un peuple, pas besoin de verser le goût de sang du peuple. On n'en a pas besoin.
je dirais plutôt la goutte de sang du peuple n'a pas besoin d'être versée. C'est comme si aujourd'hui on est prêt à sacrifier le peuple en tant qu'humain pour parvenir à un but qui forcément n'arrange pas cet humain-là. Donc au Burundi, j'aurais bien voulu que le président entende raison et que les acteurs se retrouvent. Vous savez, même si la guerre vient, on tue les gens. Après la guerre, on a forcément besoin de dialogue pour recoudre les tissus et revenir reconsidérer la nation. Donc au Burundi, je fais partie de ceux qui pensent que la communauté internationale n'est pas en train de jouer son rôle. Et je suis même actuellement en train de préparer un article que je vais publier très prochainement. Et dans l'article, je constate avec amertume que les pays dans lesquels on verse, où le sang innocent crie, l'occidental ou les occidentaux ne sont pas interpellés. Parce qu'ils n'ont pas des intérêts dans ces pays-là. Mais s'ils ont leur intérêt dans un pays, même la goutte d'eau, de sang qui tombe les interpelle parce que leur intérêt est en jeu. Donc aujourd'hui, l'Afrique a besoin de prendre ses responsabilités, repenser le continent. Parce que le président Obama a dit l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes. Mais nous savons que la force des institutions doivent provenir forcément des hommes qui sont forts dans la réflexion, des hommes qui sont forts dans le penser, la pensée du bien-être du continent. Et donc aujourd'hui, on en a besoin. Quand vous prenez, outre cette citation plutôt de Barack Obama, vous prenez l'autre côté, à côté ici en Côte d'Ivoire, vous prenez un artiste, Alpha Blondy, qui a dit que les ennemis de l'Afrique sont les Africains. Si on est réellement africain, j'ai comme l'impression que les présidents ou les chefs d'État élus, parce qu'ils se mettent dans la tête que la légitimité est cherchée à l'extérieur, qu'ils acceptent plutôt ou qu'ils se mettent plutôt au service de l'Occident en piétinant ou en outrepassant le regard tendu, le regard, le regard tendu, je dirais, de leur peuple qui aspire au bien-être et ils font outre de cette aspiration pour faire la politique de l'Occident. Donc aujourd'hui, en somme ou globalement, je dirais que l'Afrique recule, même si on note que quelques États africains connaissent des avancées. L'Afrique en général recule. Et donc je profite de cette occasion pour dire que le 25 mai dernier, on a célébré la journée, une journée dédiée à l'Afrique. Et il y a eu des concepts qui ont été développés. Et un concept m'a plu quand on dit l'Afrique, j'y crois. Puis on veut bien croire en l'Afrique, mais en quelle Afrique? Une Afrique indépendante. Une Afrique, parce que nous avons des vertus. Vous savez, l'éducation, ne serait-ce que l'éducation que nous recevons à la maison, qui nous dit de ne pas piétiner les autres. L'éducation qui nous dit de respecter le droit d'aînesse. L'éducation qui interpelle l'aîné à aussi respecter les droits des cadets, des juniors, ainsi de suite, des benjamins. C'est une bonne éducation que l'Afrique a aujourd'hui. L'Afrique est ce seul continent aujourd'hui où un fils ne peut pas facilement se lever, porter la main sur son père, où un fils ne peut pas se lever, traduire son père en justice, où un fils ne peut pas se lever et gronder sur son parent. Où mettons-nous ces vertus capitales que l'Afrique a? Où mettons-nous cette richesse immense dont nous disposons? Je crois que l'Afrique a besoin de renaître de sa civilisation pour que nous puissions ensemble contribuer à son développement. On reste toujours en Afrique, à côté de chez nous ici, au niveau de Burkina. Il y a eu l'exhumation du corps de Sankara qui a été découvert la semaine dernière. Quelle analyse faites-vous de ce qui se provoque au niveau de Burkina? Oui, vous savez, l'histoire du Burkina avec l'exhumation du corps de Thomas Sankara interpelle chaque être humain à comprendre juste une chose. Tout finit par s'agir, tout finit par se découvrir, tout finit par rattraper, tout finit par se faire entendre ou entendre raison. Autrement dit, qui peut croire qu'un jour, on va parvenir à découvrir un corps qu'on va appeler le corps de Thomas Sankara et qui sera inhumé plusieurs décennies plus tard. Donc vous comprenez aujourd'hui que nous avons juste besoin, loin de chercher à aller dans les détails, besoin de réserve dans les pas que nous posons.
si nous voulons avancer, nous avons besoin de penser à un animal qui nous donne assez d'exemples que nous appelons caméléon. C'est le caméléon, c'est cet animal-là qui pèse tous ses pas, considère l'endroit où il va les poser et il évolue lentement mais sûrement. Donc aujourd'hui, nous avons juste besoin de nous inspirer des situations qui prévaut parce que dans notre pays aujourd'hui, au Togo, on parle également du corps de Sylvanus Olympio. Vous comprenez? Ce qui veut dire que si ça s'est passé au Burkina à côté, ça peut aujourd'hui se produire un jour au Togo. Et pour ce, nous avons juste besoin de considérer la mère nation, quelles que soient nos ambitions, quels que soient nos intérêts, quelles que soient les raisons qui nous poussent à la déraison. Merci. Merci.